Le soleil brûlant de la jungle vietnamienne transformait chaque mission en un véritable cauchemar pour les soldats américains et leurs alliés sud-coréens qui combattaient dans les rizières boueuses et les forêts impénétrables de l'Indochine. Les troupes au sol appelaient désespérément un soutien aérien rapproché, mais les vieux Douglas Skyraider de la Seconde Guerre mondiale peinaient à fournir une couverture efficace contre les forces nord-vietnamiennes qui avançaient avec une détermination impitoyable. Ces avions obsolètes tombaient comme des mouches sous le feu ennemi, laissant les Marines et les fantassins sans protection face aux tirs de mortier et aux embuscades meurtrières du Viet Cong. La situation devenait catastrophique et l'US Air Force savait qu'elle devait agir rapidement avant que le nombre de pertes ne devienne totalement inacceptable pour le commandement militaire et l'opinion publique américaine. Le général John McConnell, chef d'état-major de l'US Air Force, martelait son bureau avec une frustration croissante en lisant les rapports de combat qui s'accumulaient jour après jour. Chaque document racontait la même histoire tragique. Des soldats abandonnés sur le terrain, des pilotes incapables de détruire les véhicules blindés ennemis avec leurs armes dépassées, des missions de sauvetage qui tournaient au désastre. Mais ce qui inquiétait encore plus McConnell était la menace que représentait l'US Army qui développait son propre hélicoptère d'attaque, le Lockheed AH-56 Cheyenne, un appareil révolutionnaire qui risquait de voler tout le prestige et les budgets de l'Air Force. Cette rivalité bureaucratique entre les deux branches militaires n'était pas seulement une question d'orgueil, elle déterminait qui contrôlerait l'avenir de l'aviation de combat rapprochée américaine pour les décennies à venir. En décembre 1966, l'US Air Force lança enfin une directive d'action baptisée RAD, qui marquait le début d'un programme ambitieux sans précédent dans l'histoire de l'aviation militaire américaine. L'objectif était cristallin: concevoir un avion d'attaque au sol totalement nouveau, capable de voler à basse altitude, de transporter une charge d'armement dévastatrice et de survivre aux tirs antiaériens les plus intenses. En mars 1967, cette directive se transforma en programme AX, le programme Attaque expérimentale, qui allait bouleverser toutes les certitudes de l'industrie aéronautique. Plus de 20 entreprises de défense reçurent les spécifications techniques et se lancèrent dans une course effrénée pour développer l'appareil qui sauverait les troupes américaines au Vietnam et potentiellement en Europe si jamais l'Union soviétique décidait d'envahir l'Occident avec ses divisions blindées. Les ingénieurs de Grumman, McDonnell, General Dynamics et Northrop travaillaient jour et nuit pour créer des prototypes qui répondraient aux exigences draconiennes de l'Air Force. L'avion devait atteindre plus de 640 km/h, décoller sur des pistes sommaires de 1200 mètres, transporter 7200 kg d'armement et surtout protéger son pilote avec un blindage capable de résister aux mitrailleuses lourdes et aux missiles sol-air. Mais l'exigence la plus radicale concernait l'armement principal. L'Air Force voulait un canon rotatif de 30 mm capable de percer les blindages les plus épais des chars soviétiques T-54 et T-62 qui équipaient l'armée rouge et ses alliés communistes partout dans le monde. Les pilotes vétérans du Vietnam furent consultés sur les performances du canon Vulcan M61 de 20 mm qui équipait la majorité des avions américains. Leurs témoignages furent unanimes et inquiétants. Cette arme puissante fonctionnait parfaitement contre l'infanterie et les véhicules légers, mais elle se révélait totalement inefficace contre les nouveaux blindés que l'Union soviétique fournissait généreusement au Nord-Vietnam. Les obus de 20 mm rebondissaient pathétiquement sur les plaques d'acier renforcées sans causer le moindre dégât significatif. L'US Air Force comprit qu'elle devait développer une arme beaucoup plus dévastatrice, un monstre mécanique capable de transformer n'importe quel char en ferraille fumante en quelques secondes seulement. Philco Ford et General Electric acceptèrent le défi insensé de créer le GAU-8, un canon rotatif gigantesque de 30 mm avec une cadence de tir supérieure à 4000 coups par minute. Tout semblait bien se passer
jusqu'à ce que la guerre froide vienne tout compliquer dramatiquement. Les analystes militaires du Pentagone scrutaient avec angoisse les mouvements des divisions blindées soviétiques stationnées en Allemagne de l'Est et dans les pays du pacte de Varsovie. Les simulations informatiques révélaient un scénario apocalyptique. Si l'Union soviétique déclenchait une offensive massive contre l'Europe occidentale, des milliers de chars T-54 et T-62 déferlaient à travers la plaine allemande en quelques jours seulement. Les forces de l'OTAN seraient submergées par cette marée d'acier et les soldats américains auraient besoin d'un appui aérien rapproché absolument dévastateur pour avoir une chance de stopper l'invasion. Cette nouvelle menace stratégique obligea les responsables du programme AX à revoir complètement leurs spécifications initiales qui avaient été conçues uniquement pour le combat dans les jungles tropicales du Vietnam. Les exigences techniques devinrent encore plus draconiennes et semblaient presque impossibles à satisfaire pour n'importe quel constructeur aéronautique. L'avion devait désormais atteindre une vitesse maximale de 740 km/h, posséder un rayon d'action de 458 km, tout en transportant 7200 kg d'armement diversifié. Le coût unitaire ne devait pas dépasser 1 400 000 $, une contrainte budgétaire extrêmement serrée qui forçait les ingénieurs à faire des compromis douloureux sur certains équipements sophistiqués. L'appareil devait également fonctionner par tous les temps, opérer depuis des pistes rudimentaires criblées de cratères et surtout monter un canon capable de pulvériser les blindages soviétiques les plus résistants avec une efficacité redoutable. En décembre 1970, après des mois d'évaluations techniques exhaustives et de débats houleux entre généraux et ingénieurs, l'US Air Force sélectionna finalement 2 constructeurs parmi les 6 candidats qui avaient soumis leurs propositions ambitieuses. Northrop Corporation et Fairchild Republic reçurent chacune un contrat pour développer des prototypes fonctionnels qui s'affronteraient dans un duel technologique sans merci. Northrop baptisa son projet YA9, tandis que Fairchild Republic choisit la désignation YA10 pour son concurrent direct. La bataille pour remporter le contrat du siècle venait officiellement de commencer, et les 2 équipes d'ingénieurs savaient que seul le meilleur design survivrait à cette compétition impitoyable. Les concepteurs de Northrop adoptèrent une approche conventionnelle mais élégante en s'inspirant du Bell P-59 Era-Comet, le tout premier avion à réaction américain développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le YAGA-9 était un monoplan entièrement construit en alliage d'aluminium rifté avec des panneaux de fuselage usinés chimiquement et des structures en nid d'abeille qui offraient une résistance structurelle exceptionnelle tout en minimisant le poids total de l'appareil. Les ailes droites, montées au-dessus du fuselage, permettaient d'installer 10 points d'emport sous les surfaces portantes pour accrocher missiles, bombes et roquettes en quantités impressionnantes. Cette configuration ingénieuse offrait également un avantage crucial pour la survie. Les réservoirs de carburant étaient logés dans les ailes loin des sources d'ignition potentielles, réduisant dramatiquement les risques d'explosion catastrophique si l'avion était touché par des projectiles ennemis durant les missions à très basse altitude. Le cockpit vitré en forme de bulle était positionné à l'avant du fuselage et offrait au pilote une visibilité panoramique absolument phénoménale sur l'environnement environnant. Cette caractéristique était fondamentale pour repérer rapidement les cibles au sol et éviter les tirs de défense antiaérienne qui surgissaient de toutes les directions pendant les attaques en rase-motte. Les ingénieurs entourèrent le siège du pilote d'une baignoire blindée en aluminium pour le prototype, mais ils prévoyaient d'utiliser du titane pour la version de production afin d'améliorer encore la protection contre les obus perforants et les éclats d'explosifs. Le système de commande de vol hydraulique était doublé avec une sauvegarde manuelle pour garantir que l'avion reste contrôlable même après avoir subi des dommages importants au combat. 2 réacteurs Lycoming YF-102 LD100 turbofan généraient chacun 3400 kg de poussée et propulsaient le YA9 à une vitesse maximale de 837 km/h. Ces moteurs dérivaient directement des turbines T-55 qui équipaient les hélicoptères CH-47 Chinook et permettaient une montée vertigineuse de 1500 mètres par minute.
Ils étaient installés de chaque côté du fuselage, sous les ailes, avec des échappements orientés vers l'arrière, près de l'empennage cruciforme massif qui assurait une stabilité directionnelle remarquable lors des vols à basse altitude dans des conditions météorologiques difficiles. Le 30 mai 1972 marqua un tournant historique, quand le premier prototype décolla pour son vol inaugural sous les yeux anxieux des responsables de l'Air Force et des ingénieurs de Northrop. Les pilotes d'essai de Northrop affirmaient avec enthousiasme que le YA-9 se comportait comme un véritable chasseur de supériorité aérienne, malgré sa mission principale d'attaque au sol. L'appareil répondait aux commandes avec une précision chirurgicale et une agilité surprenante pour un avion conçu pour transporter des tonnes d'armement lourd. Les volets hypersustentateurs fonctionnaient parfaitement pour maintenir une vitesse de décrochage extrêmement basse, permettant aux pilotes de survoler le champ de bataille à faible allure pour identifier et engager les cibles avec une précision maximale. Le train d'atterrissage à garde au sol réduite, avec ses jambes principales positionnées sous le centre de masse de l'appareil, permettait d'opérer depuis des pistes improvisées en terre battue ou des routes secondaires endommagées par les bombardements. Un second prototype s'envola fin août 1972 pour rejoindre le programme d'essai qui s'intensifiait rapidement. Les ingénieurs avaient installé des capteurs sophistiqués sur toute la structure pour mesurer les contraintes aérodynamiques, les vibrations et les performances des systèmes hydrauliques durant les manœuvres les plus violentes. Cependant, un problème majeur compromettait sérieusement les chances de victoire du YA-9 dans la compétition qui approchait à grands pas. Le fameux canon GAU-8 de 30 mm n'était toujours pas terminé par les équipes de General Electric qui luttaient contre des difficultés techniques insurmontables. Cette arme révolutionnaire devait constituer l'atout principal de l'avion, sa raison d'être fondamentale pour détruire les blindés soviétiques, mais les délais de développement avaient pris un retard catastrophique. Les responsables de Northrop durent accepter une solution temporaire humiliante: installer le vieux canon Vulcan M61 de 20 mm sur leur prototype pour les tests comparatifs. Cette arme plus petite et moins puissante était exactement celle que les pilotes du Vietnam avaient critiquée pour son inefficacité contre les véhicules blindés modernes. Le YA-9 se présentait donc au combat technologique le plus important de sa carrière avec une arme notoirement inadéquate, comme un gladiateur entrant dans l'arène avec une épée émoussée face à un adversaire parfaitement équipé. Les 10 points d'emport sous les ailes pouvaient heureusement transporter les nouveaux missiles air-sol Maverick qui commençaient à équiper l'arsenal américain, offrant au moins quelques capacités anti-char crédibles pour compenser l'absence du canon principal prévu initialement. La queue cruciforme imposante du YA-9 intégrait une dérive verticale unique, flanquée de plans horizontaux inclinés vers le haut, qui améliorait considérablement la stabilité lors des piquets d'attaque à grande vitesse. Des ailerons fendus équipaient les ailes et pouvaient servir de frein aérodynamique pour réduire brutalement la vitesse durant les approches finales d'attaque ou les atterrissages d'urgence sur des terrains courts. Une caractéristique ingénieuse permettait aux pilotes d'utiliser le gouvernail en coordination avec ses ailerons pour appliquer des forces latérales sans provoquer de lacets, facilitant énormément la visée des armes pendant les passes d'attaque en vol rasant où chaque seconde comptait pour la survie. En octobre 1972, les deux gladiateurs technologiques se retrouvèrent face à face sur la base aérienne d'Edwards en Californie, le théâtre légendaire où tous les avions expérimentaux américains venaient prouver leur valeur ou sombrer dans l'oubli historique. Le YA-9 de Northrop et le YA-10 de Fairchild Republic allaient s'affronter durant 3 mois interminables dans une série de tests comparatifs exhaustifs qui détermineraient lequel des deux designs recevrait le contrat de production massif. Les enjeux financiers dépassaient l'imagination, avec des centaines de millions de dollars en jeu, sans parler des milliers d'emplois dans les usines et des carrières professionnelles qui dépendaient du résultat final de cette compétition acharnée. Les équipes de Northrop et Fairchild Republic installèrent leurs quartiers généraux temporaires sur la base d'Edwards, avec des mécaniciens, ingénieurs et pilotes d'essai qui travaillaient sans relâche pour optimiser chaque paramètre de performance de leurs prototypes respectifs.
Chaque matin apportait de nouveaux défis techniques, problèmes hydrauliques, défaillances électroniques, ajustements aérodynamiques nécessaires après avoir analysé les données de vol de la veille. Les pilotes militaires évaluateurs de l'US Air Force passaient alternativement d'un cockpit à l'autre pour comparer objectivement les qualités de pilotage, la visibilité, l'ergonomie des commandes et surtout la capacité de chaque appareil à remplir efficacement la mission d'appui aérien rapproché dans les conditions les plus hostiles imaginables. Le YA-9 démontrait des qualités remarquables qui impressionnaient les évaluateurs militaires lors des vols à basse altitude au-dessus du désert californien aride. Les simulations de combat au-dessus des étendues désertiques d'Edward révélaient progressivement les forces et faiblesses de chaque concurrent dans cette bataille technologique sans merci. Le YA-9 excellait particulièrement dans les virages serrés à basse altitude et sa maniabilité rappelait celle d'un chasseur agile plutôt que celle d'un lourd avion d'attaque chargé d'armement. Les officiers évaluateurs notaient scrupuleusement chaque détail dans leurs rapports quotidiens qui s'accumulaient sur les bureaux des généraux au Pentagone. Cependant, le YA-10 de Fairchild Republic possédait un atout architectural fondamental qui commençait à faire pencher la balance en sa faveur de manière décisive. Ces deux réacteurs étaient montés à l'extérieur du fuselage, dans des nacelles indépendantes suspendues au-dessus des ailes arrière. Cette configuration externe des moteurs offrait plusieurs avantages cruciaux pour la survie au combat que les stratèges militaires considéraient comme absolument vitaux. Si un missile sol-air ou un obus antiaérien détruisait complètement l'un des deux réacteurs du YA-10, l'appareil pouvait continuer à voler et ramener son pilote à la base sur le moteur restant sans problème majeur. Les ingénieurs de Fairchild Republic avaient également conçu leur avion pour que la queue et les gouvernes restent fonctionnels, même après la perte totale d'un propulseur. En revanche, les moteurs du YA-9 étaient intégrés dans le fuselage de chaque côté, une disposition conventionnelle mais vulnérable, qui signifiait qu'une explosion d'un réacteur risquait d'endommager gravement toute la structure centrale et compromettre instantanément les chances de survie du pilote. Les tests de détection par les systèmes radars de défense antiaérienne simulés démontrèrent un autre désavantage critique du design de Northrop face à son concurrent direct. Le YA-10 présentait une signature thermique considérablement réduite depuis le sol grâce à ses nacelles moteurs positionnés très haut au-dessus du fuselage principal. Les gaz d'échappement brûlants se dissipaient rapidement dans l'atmosphère avant que les détecteurs infrarouges ennemis puissent les repérer efficacement. Cette caractéristique diminuait drastiquement la probabilité qu'un missile à guidage thermique soviétique Strela 2 verrouille l'appareil pendant une attaque à basse altitude. Le YA-9, avec ses échappements orientés vers l'arrière, près de la queue, offrait une cible beaucoup plus évidente au système de missiles portables qui proliférait dangereusement sur tous les champs de bataille modernes. Un autre aspect déterminant concernait les risques d'ingestion de débris par les réacteurs durant les décollages depuis des pistes sommaires ou pendant les attaques en vol rasant au-dessus de terrains poussiéreux. Les moteurs montés bas du YA-9 aspiraient inévitablement des quantités importantes de poussière, cailloux et autres matériaux qui endommageaient progressivement les aubes de turbines et réduisaient dramatiquement leur durée de vie opérationnelle. Les mécaniciens devraient effectuer des révisions complètes beaucoup plus fréquemment, augmentant considérablement les coûts de maintenance et réduisant la disponibilité opérationnelle de la flotte. Le design du Y-10, avec ses prises d'air situées très haut, éliminait quasiment ce problème récurrent qui tourmentait les concepteurs d'avions d'attaque au sol depuis des décennies. Les pilotes d'essais militaires remplissaient des questionnaires détaillés après chaque vol comparatif pour évaluer objectivement tous les aspects des deux prototypes concurrents. Beaucoup admiraient sincèrement les qualités de vol exceptionnelles du YA-9 et appréciaient particulièrement sa visibilité panoramique depuis le cockpit vitré qui ressemblait à une bulle de verre transparente. La réactivité aux commandes était jugée supérieure et l'avion inspirait confiance même dans les manœuvres les plus violentes effectuées près du sol.
Néanmoins, ces avantages subjectifs ne pouvaient compenser les faiblesses structurelles fondamentales concernant la survivabilité face aux défenses antiaériennes sophistiquées que l'Union soviétique déployait massivement en Europe de l'Est et fournissait généreusement à tous ses alliés communistes à travers le monde. En décembre 1972, après 3 mois d'essais intensifs qui avaient épuisé physiquement et mentalement tous les participants, les évaluateurs de l'US Air Force se réunirent pour délibérer et prendre la décision finale qui changerait l'histoire de l'aviation militaire américaine. Les arguments fusaient dans les salles de conférence climatisées de la base d'Edwards, tandis que généraux et colonels débattaient passionnément des mérites respectifs des deux designs radicalement différents. Le YA9 avait brillamment satisfait toutes les exigences techniques spécifiées dans le cahier des charges initial du programme AX, sans exception notable. Ses performances de vol dépassaient même certaines attentes optimistes des ingénieurs militaires responsables du projet. Pourtant, la commission rendit son verdict implacable. Fairchild Republic remportait le contrat de production avec son YA10, qui deviendrait le légendaire A10 Thunderbolt II. Les ingénieurs de Northrop encaissèrent ce coup dévastateur avec une amertume profonde, après des années d'efforts acharnés. L'annonce officielle frappa Northrop Corporation comme un coup de massue brutal qui anéantissait instantanément des années d'investissements colossaux et d'innovations techniques prometteuses. Les cadres supérieurs de l'entreprise avaient parié des millions de dollars sur ce programme, en espérant décrocher un contrat lucratif qui aurait garanti des décennies de production continue et des milliers d'emplois stables dans leurs usines californiennes. Tous ces rêves s'évaporaient maintenant comme de la fumée dans le désert brûlant d'Edwards, tandis que Fairchild Republic célébrait sa victoire éclatante, qui transformerait son YA10 en une légende de l'aviation militaire mondiale, connue sous le nom redoutable de A10 Thunderbolt II, l'avion tueur de chars par excellence. Les 2 prototypes du YA9 restèrent stationnés sur le tarmac pendant plusieurs semaines, comme des monuments silencieux témoignant d'une bataille perdue dans la guerre impitoyable de l'industrie aéronautique américaine. Personne ne savait vraiment quoi faire de ces appareils sophistiqués qui avaient coûté une fortune à développer, mais qui ne serviraient jamais au combat réel pour lequel ils avaient été conçus avec tant de soins méticuleux. L'US Air Force aurait pu simplement les envoyer à la ferraille pour récupérer quelques kilos d'aluminium et de composants électroniques réutilisables. Mais les responsables du programme décidèrent finalement de leur offrir une seconde vie moins glorieuse dans les laboratoires de recherche de la NASA. L'agence spatiale américaine accueillit les 2 YA9 avec un intérêt scientifique certain, car ces appareils pouvaient servir de plateforme d'expérimentation pour diverses études aérodynamiques et technologiques qui n'avaient aucun rapport avec leur mission militaire originale. Les ingénieurs de la NASA démontèrent minutieusement les 2 réacteurs Lycoming YF-102 LD-100 qui avaient propulsé fidèlement les prototypes durant tout leur vol d'essai comparatif en Californie. Ces turbofans performants représentaient une valeur technologique considérable et il aurait été stupide de les gaspiller bêtement alors qu'ils pouvaient encore fonctionner pendant des centaines d'heures supplémentaires sans problème mécanique majeur prévisible. Boeing et la NASA collaborèrent sur un programme de recherche ambitieux baptisé Quiet Short Haul Research Aircraft, qui visait à développer des avions de transport commerciaux capables d'opérer depuis des aéroports urbains avec des pistes extrêmement courtes tout en générant un minimum de nuisances sonores pour les riverains. Les 2 moteurs récupérés sur les YA9 furent soigneusement installés sur un avion de Havilland Canada C-8 Buffalo transformé en banc d'essai volant bourré d'instruments de mesure sophistiqués. Cette réutilisation pragmatique permettait au moins de tirer quelque chose d'utile d'un programme militaire qui s'était terminé en échec cuisant pour Northrop, malgré tous les efforts héroïques déployés par ses équipes d'ingénieurs talentueux. Le destin tragique du YA9 illustrait parfaitement la dure réalité de l'industrie militaire américaine, où même l'excellence technique ne garantissait absolument pas le succès commercial, si d'autres facteurs stratégiques jouaient contre vous.
L'appareil remplissait brillamment toutes les spécifications demandées par l'Air Force, volait magnifiquement selon tous les pilotes qui l'avaient essayé, offrait une maniabilité exceptionnelle et des performances dignes d'un chasseur moderne. Pourtant, ces qualités indéniables ne suffisaient pas face aux avantages de survivabilité cruciaux que procurait l'architecture novatrice du YA-10 avec ses moteurs externes qui transformaient cet avion laid en véritable char volant pratiquement indestructible. Les historiens de l'aviation militaire débattent encore aujourd'hui pour savoir si l'US Air Force avait pris la bonne décision en choisissant le design de Fairchild Republic plutôt que celui de Northrop. Certains experts affirment que le YA-9 aurait pu devenir un appareil tout aussi légendaire s'il avait reçu sa chance de prouver sa valeur au combat réel au-dessus des jungles vietnamiennes ou des plaines européennes face aux divisions blindées soviétiques. D'autres analystes soutiennent que la commission d'évaluation avait fait le choix rationnel en privilégiant la robustesse et la redondance des systèmes vitaux plutôt que les performances de vol pures, qui importaient finalement assez peu pour un avion destiné à encaisser des coups terribles en volant à portée de toutes les armes antiaériennes ennemies imaginables. Le A-10 Thunderbolt II prouva effectivement sa valeur exceptionnelle durant la guerre du Golfe de 1991, en détruisant des centaines de chars irakiens avec une efficacité redoutable, qui valida complètement le concept d'avion d'attaque au sol lourdement blindé. Le YA-9 de Northrop resta une simple note de bas de page dans les livres d'histoire militaire, un prototype oublié qui aurait pu changer le cours des événements, mais qui disparut dans l'ombre de son rival victorieux. Cette histoire fascinante nous rappelle que dans le monde impitoyable de l'aviation militaire, la deuxième place ne rapporte rien d'autre que des regrets amers et des occasions manquées qui hantent les ingénieurs pendant des décennies. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour soutenir notre travail de recherche historique approfondi. Partagez vos réflexions dans les commentaires sur ce duel technologique fascinant et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants sur l'aviation militaire du XXe siècle.